Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Certains Algériens ont du mal à comprendre et à admettre que c'est le même régime qui sévit en Algérie depuis l'indépendance du pays, depuis ce coup d'État permanent, depuis le coup d'État fondateur et même avant. Ils ont du mal à en saisir la logique parce que ce ne sont plus les mêmes hommes qui ont disparu entre-temps. Parce qu'ils se sont combattus les uns les autres, voire même entretués pour le pouvoir. Pour qui soumettra les autres? Pour qui aura la satisfaction de voir les plus puissants se traîner à ses pieds? Pour tous ces viols contre la dignité des Algériens, contre ceux qui ont donné leur vie à ce pays, contre ceux qui rêvent pour lui d'un avenir meilleur. C'est pourtant la même logique, les mêmes méthodes, la même absence de morale, la même détermination criminelle, les mêmes consensus non dits et les mêmes règles mafiocratiques qui en déterminent les cadres de la désignation ou de l'évacuation. Toutes les dates fatidiques pour l'avenir du pays se sont distinguées par la violence, la manipulation, le mensonge, la récupération du fonds mémoriel de la guerre de libération, la mémoire des chouhada, la corruption de masse et celle des supposées élites, et par une propagande qui ne craint ni le ridicule ni l'outrance. La réputation des révolutionnaires assassinés par ce régime ou qui ont dû fuir leur pays a été salie. Ceux qui se sont tus, qui ont fait profil bas, y compris certains parmi les plus flamboyants, ont été bassement corrompus en honteux privilèges. Des relais sociaux ont été installés ou redynamisés par le truchement d'une corruption de grande intensité pour enfumer ce qui reste de l'opinion publique, de la conscience politique. Il en a été de même pour cette date, désormais tragique, du 12 décembre. Cette journée qui a consacré la créature du général Gaïd Saleh, ce président fantoche qu'il avait désigné, qu'il avait imposé, y compris à ses propres pairs, et pour lequel il avait fait place nette en envoyant un grand nombre de généraux, de ministres, d'ex-premiers ministres, de fonctionnaires et de barons de la finance associés à la présidence. Tout le monde en prison par centaines pour faire place nette à son dauphin. Lui aussi, Ahmed Gaïd Saleh, a usé de la discorde entre Algériens, de la carotte et du bâton, de l'instrumentalisation de la justice à un niveau de répression hallucinant. Il avait choisi son homme de la même manière et selon les mêmes critères que les Bouteflika l'avaient choisi lui. Il avait choisi parce qu'il l'avait choisi parce qu'il le tenait, parce qu'il connaissait sa pusillanimité et sa vanité, parce qu'il savait qu'il ne serait pour lui qu'une façade,
de pure forme, derrière laquelle il resterait le maître du jeu. Mais il allait faire l'immense politesse à son fantoche, une fois après l'avoir porté au pouvoir, de disparaître subitement. Il est mort dans des conditions par ailleurs très sombres. Et le plus significatif qu'il y a quelque chose derrière et qui n'a pas été autopsié comme cela aurait dû être le cas. Pire encore, un membre de sa famille qui a exigé une autopsie a été lourdement menacé de très graves représailles. Les élections présidentielles du 12 décembre, un grossier coup d'État contre le Hirak, la plus belle révolution du peuple algérien depuis l'indépendance. Et qui devait donc, cette nomination, cette désignation, qui devait donc donner une légitimité de pure forme à cette créature du généralissime, s'est distinguée par le plus grand boycott, cette élection, par le plus grand boycott électoral de l'histoire de l'Algérie, dans un pays où la fraude est pourtant monnaie courante. Mais le général n'allait pas s'encombrer de scrupules, pour si peu, n'est-ce pas? La propagande a fait le reste, pour faire croire dans les chaumières que les Algériens venaient d'élire l'homme providentiel qui allait sortir l'Algérie de l'ornière. Le nouveau président n'allait pas avoir de quelconque problème de conscience, loin s'en faut. Même si certains de son entourage, voire même de ses subtils adversaires, ont tout fait pour qu'il sache l'ampleur de la fraude électorale et du boycott massif, qui lui avait malgré tout offert un destin national, n'est-ce pas? Il est, M. Tebboune, tout aussitôt entré dans le personnage. Et il a très vite franchi le mur du son d'une mégalomanie la plus débridée qui puisse s'imaginer. Et ça continue à ce jour. Il s'est vite transformé en le sauveur providentiel du pays, le pourfendeur de la corruption, mon Dieu, le fondateur de la nouvelle Algérie. Mais comme le costume était vraiment beaucoup trop grand pour lui, il a entrepris de le rembourrer de mensonges tellement gros qu'il lui a fallu inventer une nouvelle forme de propagande pour les faire taire, pour les faire passer sous silence, ces mensonges, une fois débités. La propagande par le silence. Plus hallucinants étaient ces mensonges, et moins sa presse, ses relais, sa société civile, ses institutions en parlaient. Parce que, tout simplement, ils en avaient honte eux-mêmes. À vrai dire, quel qu'ait été l'ahurissant mensonge qu'il ait débité publiquement, voire même depuis la tribune des Nations Unies, ou face au secrétaire d'État américain, tout a été fait pour couper le son. Et tomate sur le gâteau, il allait rajouter de l'abjection à l'outrance. Il allait montrer à tous ceux qui ont osé lui résister, qui ont osé le dénoncer ou l'interpeller, qu'il ne reculait devant rien, ni à les emprisonner, ni à les ruiner, ni à les calomnier, ni à porter atteinte à leur honneur, ni même respecter leur présomption d'innocence. Le 12 décembre n'a pas encore livré tous ses sombres secrets, puisque celui qui incarcère la liberté d'expression est le seul à pouvoir parler. Mais l'histoire a déjà retenu que cette date restera dans les plis les plus ignobles de l'histoire de ce malheureux pays. Il n'y a rien que le temps ne finisse
par dévoiler. Algérie, 12 décembre, un tournant tragique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Kamel Moktefi, universitaire, militant politique qui est avec nous depuis le Québec au Canada. Kamel Moktefi, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamel Bechnouf. Bonsoir à toute l'équipe de Maghrébia. Bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation et bon retour parmi nous. Merci, Kamel. Nazim Taleb est avec nous en visuel aussi, qui nous demande toujours de ne le présenter que seulement comme membre du mouvement Rachat. Nazim Taleb, merci d'être avec nous. Merci Jamel Din. Bonne soirée à votre invité et bonsoir à tous vos téléspectateurs et à toute l'équipe maghrébine. Merci. Alors, un petit tour de micro entre vous deux. Kamel Moktefi, nous fêtons, j'allais dire, nous commémorons cette date, cette grande date, ce tournant historique selon Monsieur Tebboune, cet avènement, comme il dit lui, de la nouvelle Algérie. Alors, dites-nous ce que cela vous inspire. Oh là, ça m'inspire rien du tout. Comme je l'ai dit, rien n'a changé. C'est la continuité du système tel qu'on l'a connu depuis 60 ans. À ce jour, c'est les visages qui changent. Quand on entend Tebboune parler d'une Algérie nouvelle, un changement, d'utiliser tout ce vocabulaire qui est vide de sens et qui n'augure rien de nouveau, ni pour l'Algérie, ni pour son peuple, ce n'est qu'un changement de nom, mais pas de sang, ni de date de naissance. Parce qu'on ne peut pas changer, on peut naître d'une famille, on peut changer de nom, mais on ne peut pas changer de sang. Mais on ne peut pas changer de date de naissance, vu que le régime de Tebboune est né le 12-12. Il a tenté de lui changer la date de naissance en organisant le deuxième mandat, donc le 7 septembre 2024, mais ça reste toujours la même chose, ça reste le changement dans la continuité. Donc, c'est un putsch contre le Hirak, c'est un coup d'État contre le Hirak. Le peuple, comme un seul homme, s'est insurgé sur la scène politique pour demander, en des termes très simples, basta. On change, on veut l'Algérie démocratique pour laquelle nos héros de la guerre de libération, du mouvement national, ont donné leur vie. Et jusqu'à maintenant, force est de constater que le coup de force continue, la terreur continue pour sauver le système et sauver le régime, mais jamais sauver l'Algérie qui se dirige directement dans un mur et j'espère qu'on aura le courage et la force de la sauver. Merci. Nazim Taleb. Oui, au fait, encore une fois, le 12 décembre consacre cette logique, cet état d'esprit du régime qui est que on décide de tout. Vous n'avez pas la parole ni on vous consulte dans la prise de décision. Et même si vous sortez par millions, ça sera notre logique qui va prévaloir. Pour moi, le 12 décembre, c'est bien sûr un échec pour l'Algérie, mais ça consacre aussi l'échec de ce régime. Alors c'est vrai, les Algériens souffrent dans leur quotidien, mais l'Algérie est une nation de plusieurs millénaires et
cette période des 60, 70 ans, je ne sais pas combien ça va durer, ça va être une parenthèse dans notre histoire. Le 12 décembre, pour les Algériens et pour nos futures révoltes et révolutions qui vont aboutir, montre que ce régime finalement n'est que un caméléon, ou plutôt un serpent qui change de peau. Mais au fond, non seulement rien ne change, mais ça va de mal en pis. Vous avez parlé des grands hommes, des grands politiciens de l'Algérie, combien même on était sous la dictature, combien même on était en guerre au civil, mais il y avait des hommes qui avaient un bagage intellectuel, qui avaient une force de persuasion, qui avaient de l'allocution. Aujourd'hui, on voit que ce régime ne produit plus rien, c'est-à-dire même un président qui n'est même pas capable d'aligner deux phrases compréhensibles, logiques. Bien au contraire, on a en face un président qui rentre dans les plus futiles des sujets. Parlons بعض المرات بطاطا, بعض المرات des PV, بعض المرات ناخذ حجرة في يدي. Et ça prouve que ce régime militaire qui s'est installé par la force des armes est un régime mourant, décadent, qui entraîne toutes les institutions de l'Algérie dans les abysses. Et pour finir, j'espère que les Algériens finiront par se dire que ce régime, si demain il y a une révolte, si demain il y a une révolution, rien ne viendra de ce régime, si ce n'est sa volonté de toujours perdurer au sein du pouvoir. Ce régime ne changera jamais, il faut qu'il parte, il faut, tel un serpent, qu'on lui coupe la tête pour ne plus changer de peau. Alors, nous allons d'abord regarder une image très significative, qui devrait rentrer dans l'histoire des présidents désignés. Vous allez voir, nous allons voir cet instant très révélateur de M. Tebboune qui reçoit Gaïd Salah pour lui mettre, je ne sais pas comment ils appellent ça, un wissam, une médaille, une distinction. Et vous allez voir comment il va l'embrasser. Et ça veut dire qu'il reconnaît par ce geste qu'il lui est redevable de son élection, que ce n'est pas le peuple qui l'a élu, mais que c'est lui qui lui a fait cette immense faveur à laquelle il n'avait jamais cru par ailleurs. Regardez. Kemal Oktefi, alors avant de vous donner la parole, ce régime a toujours fonctionné ainsi en fait, hein. Bien avant l'indépendance, de mon point de vue, le premier tournant c'était lorsque Karim Belkacem a préféré laisser le ministère de la Défense et prendre celui des Affaires étrangères parce que l'indépendance approchait à grands pas, qu'il fallait préparer les négociations, etc. Et dans le même temps, il a donc laissé toute la place au chef d'état-major de l'armée de l'époque, M. Boumedienne, qui allait s'en servir, qui était entouré par un état-major presque entièrement constitué de généraux déserteurs de l'armée française. Donc ça a été, de mon point de vue, le premier coup d'État qui ne s'est pas dit parce qu'il s'est fait sans violence. Ensuite, il y a eu le coup d'État de l'armée des frontières contre le GPRA en 62. Puis le coup d'État de celui qui avait installé Bembella contre lui. Il l'a chassé, il a appelé son coup d'État le sursaut révolutionnaire. Puis le coup d'État
Puis le coup d'État contre Chadli, hein, ils l'ont poussé à la sortie parce qu'il avait osé dire je vais cohabiter avec les islamistes qui ont été élus pour le Parlement. Puis coup d'État contre ces élections législatives de 91. Puis coup d'État contre Boudiaf et son assassinat en direct à la télé. Puis coup d'État non dit contre Zaroual, parce que le DRS à l'époque avait décidé de négocier avec l'AIS sans même l'informer. Puis coup d'État contre la constitution par les frères Bouteflika et contre la limitation constitutionnelle des 2 mandats. Puis contre le coup d'État le plus majeur, le dernier en date, est le coup d'État contre le Hirak qui a vu sortir dans la rue des millions d'Algériens, non pas contre le 5e mandat, comme ils essaient de nous le faire croire, ça c'était le prétexte, qui était pour l'avènement d'un État de droit et pour aller vers une transition démocratique. Kamel Moktefi, excusez-moi d'avoir été si long. C'est intéressant d'entendre tout ce rappel historique du cheminement du système, la construction du système, parce que le système s'est construit au fil du temps. Et moi, je vais retourner plus en arrière dans le mouvement national où la culture de l'hégémonie a prévalu au moment où il y avait réflexion sur l'Algérie indépendante, donc à partir de 1926, la création des étoiles nord-africaines. Mais il y avait deux mentalités, 2 pensées hégémoniques, toujours qui voulaient avoir le pouvoir de l'Algérie indépendante. Il y avait la pensée idéologique, il y avait la pensée carrément militariste. Et la pensée idéologique de l'hégémonie a démarré en 1930, et elle a transmis ses germes à l'indépendance, et ce qui a gardé un certain courant idéologique, donc arabo-islamique, qui a pris le pouvoir à l'indépendance. Et nous avons l'hégémonie militariste qui est venue s'accoupler avec cette hégémonie idéologique qui a créé un système hybride, donc un système complet, donc avec une vision d'une Algérie telle que imaginée par ce couple de militaro-arabo-islamique. Moi, j'assume, hein, je sais que vous n'allez pas assumer ça chez Jamal Benchenouf, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce que Boumedienne a ramené comme bagage idéologique de Jamiat al-Azhar, quand il était étudiant à l'Égypte, souvenez-vous que Boudiaf, quand on lui a proposé durant la guerre de libération que Boumedienne allait travailler sous son aile, il l'avait rejeté. Et c'était Boussouf qui avait récupéré Boumedienne pour le placer comme second homme dans l'armée. Et c'est comme ça qu'il a accédé au pouvoir de chef d'état-major de l'armée. Donc, ce couple-là, et c'est le même qui gouverne l'Algérie dans l'exclusion d'une partie des Algériens, que ce soit les militaires qui excluent les civils, que ce soit les idéologues de l'arabo-islamique qui ont exclu une autre partie de l'Algérie. C'est pour ça que nous tardons à construire cette Algérie digne de son nom, l'Algérie algérienne, qui va inclure tous ses enfants dans le vivre ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, l'assassinat, le coup d'État contre Chadli, l'assassinat de Boudiaf et ce qui s'ensuit, même le coup d'État douce en catimini contre Zeroual, en s'attaquant à Abtchin et tout ça, en le poussant à démissionner, c'était un coup d'État. Et le coup d'État aussi contre le Hirak avec l'éviction de Bouteflika par Gaïd Salah, ce n'est que la continuité d'une gouvernance basée sur l'exclusion. Donc, tant que l'exclusion, que ce soit de l'idéologique ou que ce soit du militariste, continue à sévir en Algérie, on va toujours vivre dans ces clivages, dans ces conflits qui vont retarder l'avènement d'une solution réelle qui va impliquer tous ces enfants, l'Algérie qui va impliquer tous ces enfants, pour trouver
une solution, engager toutes les énergies dans la construction. La France, si on prend l'exemple de la France, ce n'est pas un pays homogène sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan de la pensée. C'est un pays qui s'est construit dans la différence. Je prends la France comme exemple parce que les cycles du Lumière et tout ça, quand on regarde les anciens penseurs, ils ne pensent pas tous dans le même sens. Mais c'est cette diversité, cette richesse a fait de la France une nation qui a donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme, qui a donné naissance à une révolution qui a inspiré toutes les nations en 1789 pour passer du féodalisme, passer vers l'ère démocratique, vers l'ère des libertés individuelles et l'ère des libertés collectives. Donc, c'est cette diversité qu'on refuse d'accepter en Algérie. Tant qu'on continue à s'obstiner, à vouloir se dire que je suis le seul capable de construire cette Algérie, les autres ils ont tort, comme c'est le cas de Tebboune et de sa clique. Ils sont en train de gouverner et de naviguer à vue. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils se rendent. Ils sont en train de dépenser de l'argent de manière irrationnelle. Ils sont en train de rester, de faire de la gestion de surplace. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Eh bien, ça va nous conduire vers le mur, comme je l'avais dit. Et ce n'est que la continuité d'une pensée sclérosée. Merci. Merci. Nazim, après, nous allons entamer la deuxième phase de cette émission qui sera « Et maintenant, quoi faire ?» Mais je vous laisse d'abord vous exprimer. Je voulais juste dire à Kamel, qui m'a dit « Je sais que vous ne pensez ça, pas ça. » Oui, en effet, moi j'ai une toute autre idée sur la question. D'abord, je considère que l'islamo-baathisme, comme disent beaucoup de gens, est un pléonasme en soi, puisque les baathistes étaient athées, qu'au contraire, ils considéraient l'islamisme comme leur ennemi mortel. Ensuite, parce que du temps de Boumedienne, la tendance était plutôt dans le panarabisme, un peu imposé grossièrement, hein, rappelez-vous cette arabisation menée au pas de charge et qui n'a fait que diviser les Algériens, que déclasser des régions entières, et que pour la période Boumedienne et Ben Bella, etc., l'islam, à l'époque la connotation d'islamisme était encore embryonnaire, l'islam était à leur service comme un moyen. Je rappelle, et je vais peut-être susciter un débat, je vais m'arrêter là, que le premier hijab importé au Maghreb, le premier, l'a été par Boumedienne, quand il avait créé les instituts islamiques, dont tout le personnel venait de l'Azhar, tout le personnel quasiment, enseignants et tout. Mais que le premier hijab, les patrons du hijab en carton sont venus du Caire à Alger par avion et ils ont été confiés à la Sonitex qui a confectionné les premiers hijabs pour les filles, les élèves de Ma'ahd al-Islamiyya. Et je me rappelle même de leur couleur, le khimar bleu clair et le hijab bleu foncé, et que celui qui veut me démentir avance. Alors, monsieur Nazim Taleb, je vous laisse la parole. Pardonnez-moi d'avoir été aussi long. Déjà, long pour long, déjà, c'est quoi la question? La question que j'ai posée à Kamel Mourtfi tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de tous ces coups d'État successifs? Est-ce que c'est le disque dur de ce régime? Est-ce qu'il ne peut fonctionner que comme cela? Est-ce que nous allons devoir subir cette cascade de violations contre la souveraineté du peuple, contre sa légitimité? Et ensuite, nous allons entrer dans la phase « Quoi faire maintenant ?» Bon, moi je rentrerai pas non plus dans le débat parce que je crois que ce régime n'a pas d'idéologie. Qu'elle soit arabe, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit quelconque. Ce régime a utilisé
ce qu'on appelle maintenant les islamistes contre les communistes lors des révolutions ou des révoltes du moins des communistes dans les universités algériennes dans les années 70. Et il a utilisé les communistes et ce qu'on appelle les démocrates contre les islamistes dans les années 90. Donc ce régime n'a pas une idéologie. Sa seule motivation, c'est de rester au pouvoir. Donc il va utiliser la division, comme d'ailleurs l'ont utilisé bien avant lui d'autres dictateurs. Et je ne suis pas forcément d'accord non plus que la France est née dans la différence. Il y a eu des assassinats, des exécutions publiques. La France n'est pas née forcément dans comment dirais-je, dans la différence des gens, dans leurs croyances, etc. Donc c'était assez et surtout dire que la France est devenue démocratique, je ne crois pas non plus. Les historiens le disent et ils sont pratiquement unanimes là-dessus. Le coup d'arrêt du processus démocratique en France s'est arrêté avec l'ascension de Napoléon, qui était loin d'être démocrate, et son petit-fils non plus. Bref, c'est pas un autre sujet. La Révolution française a apporté des choses, c'est vrai, mais il faut pas non plus idéaliser les choses et croire que tout était beau, tout était merveilleux pour le meilleur du monde. Pour revenir et bien sûr, ça m'amène à votre question, Monsieur Benchenouf, à savoir ce régime, il va toujours faire en sorte de nous diviser. Encore une fois, ils ont utilisé les islamistes dans les années 70 contre les communistes. Ils ont utilisé les communistes, les démocrates et ainsi les laïcs contre les islamistes. Fal-Hirak, ils sont quand même allés plus loin, c'est divisé sur ce qu'on appelle la race. Moi, je crois pas à la race, mais bon, rappelez-vous, en plein 20h, les Zouaves contre l'Arabe. Et ça vous montre à quel point ils sont prêts à partir très très loin, à savoir, c'est-à-dire diviser non pas sur une idéologie, non pas sur une religion, mais sur la race. Encore une fois, je ne crois pas à la race, mais Moi, ils voulaient monter les Algériens, l'ethnie ou l'identité plutôt que la race. Ou voilà, le sectarisme ou sur une base ethnique ou une base sectaire, etc. D'ailleurs, ils l'ont fait même dans les années 70, cette division entre l'oulad al-bled ou الناس اللي راهم جايين من برا, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément الناس تاع العروبية. Ça, même Bilbella, il a joué dessus. Même en plein meeting, كان يقول انتم اللي راكم تاع العروبيه نقدموا للقدام ماشي ولاد البلاد اللي جابوا الاستقلال انتم اللي جبتوا الاستقلال. Donc depuis le début on joue sur la division parce que la division forcément affaiblit l'adversaire et permet à des gens comme Ben Bella, comme Bouteflika, comme Tebboune de gouverner en clique, en mafia. Et malheureusement, nous, on fait que constater notre faiblesse, nos erreurs et notre persévérance à ne pas regarder les grands enjeux et se disputer sur les futilités. Alors, je suis tenté de vous dire quoi faire maintenant. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, sauf pour vous demander comment ce régime parvient-il à perpétrer ces coups d'État en chaîne, ces coups d'État dans l'âme, ces tromperies dans un pays qui n'est pas au fin fond du monde, qui est juste en face de l'Europe, dont la diaspora, comme Kamel aujourd'hui avec nous, est une diaspora depuis ces dernières années vraiment très très érudite, très formée, très politisée. Comment arrive-t-il à tromper un peuple dont les 3/4 de la population ont moins de 30 ans?
Comment arrive-t-il à tromper tout un peuple et à le domestiquer dans un pays où l'université produit depuis des années maintenant plus de 300 000 lauréats de l'université par an, et je passe sur les autres instituts. Comment ce régime parvient-il à réaliser de telles scélératesses, de tels crimes contre tout un peuple, et dans le même temps, comment cette société ne parvient pas à sortir du coma politique dans lequel elle a été plongée, Kamel Mouktefi? L'équation, elle est très simple. C'est-à-dire que plus on essaye de simplifier les choses, plus on arrivera à trouver des solutions. Parce que quand on imagine les choses plus complexes, la solution, elle nous devient, elle nous échappe. Elle nous échappe réellement. Parce qu'il faut rendre l'équation très simple. Nous avons un système militaire qui s'est installé définitivement à partir du 12-12, à partir même de l'éviction de Bouteflika le 2 avril de 2019 par Gaïd Salah. C'est le système militaire qui est sorti derrière le rideau. Il s'est mis en face du peuple. Il a dit maintenant c'est fini, on joue carte sur table, c'est nous. Et ils se sont assumés. Maintenant, les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils ont désigné Tebboune comme un président faisant fonction de président. Il faut un civil à la tête de l'État, ils l'ont fait, ils ont désigné Tebboune. Mais le pouvoir, il est à 99% entre les mains de de l'armée, malgré que la Constitution donne les pleins pouvoirs au président. Mais il ne peut pas jouer son rôle, il ne peut pas exercer son pouvoir parce qu'il a les mains liées. C'est un président qui a les mains liées. Donc je dirais 99% des pouvoirs sont entre les mains des militaires. Les militaires, comment ils arrivent à gagner la stabilité à l'intérieur pour créer un pseudo-consensus au sein des cadres militaires, parce que vous avez la hiérarchie militaire, donc le commandement qui constitue la junte qui décide, et vous avez les cadres en bas qui, par discipline militaire, donc discipline de caserne et discipline de militaire, acceptent les décisions, mais aussi il y a l'effet de la corruption. On a intégré un certain nombre de cadres militaires dans le cadre civil pour leur permettre de satisfaire à leurs besoins et d'assurer une certaine existence pour satisfaire leurs ambitions. Et aussi, à l'intérieur d'une institution militaire, il y a eu des promotions par clientélisme, par affiliation, par affinité. Donc, c'est ce qui fait que le commandement qui désigne, qui détient le pouvoir, et s'est assuré une assise. Ça, c'est un point. Donc, s'il y a quelque chose, et nous avons à l'extérieur, dans le civil, vous avez les élites, en particulier l'élite politique. L'élite politique, donc moi je prendrai les deux points. Vous avez l'élite politique, vous avez les cadres intermédiaires de l'institution militaire. L'avenir de l'Algérie, elle est entre leurs mains. Comment? Je m'explique. Les cadres militaires, c'est à travers l'histoire de tous les pays qui ont fait leur révolution, que ce soit on peut citer le Portugal, on peut citer l'Espagne, on peut citer d'autres pays de l'Amérique latine et tout ça. Quand les cadres intermédiaires remettent en cause les décisions de la hiérarchie militaire, qu'ils voient qu'ils vont à l'encontre de l'intérêt national, à ce moment-là, le haut commandement militaire, il revient. Il va mettre certains en prison, c'est ce qu'il a fait, il va toujours réagir, mais à un moment donné, quand il voit la défiance s'agrandir de plus en plus, j'appelle pas à la rébellion, j'appelle à la défiance, le plan de prise de décision. À ce moment-là, le haut commandement militaire va revenir sur ces décisions. Ça, c'est un point. L'autre point, l'élite politique dans le civil. L'élite politique dans le civil, elle doit aller dans une direction pour élaborer un discours positif et responsable. Qu'est-ce que j'appelle un discours positif et responsable? Un discours responsable, c'est qu'elle doit s'assumer en tant qu'alternative à ce pouvoir fragile. Elle doit s'organiser pour qu'elle donne l'image au peuple qu'elle est l'alternative, elle est responsable devant les situations à venir. Et un discours positif, c'est justement de dire à ce peuple, n'ayez pas peur du changement. Le changement qu'on va accomplir tous ensemble, elle sera positive
pacifique et bénéfique pour le peuple et la nation. Et de cette façon, on va sauvegarder les institutions de l'État. Nous n'avons pas besoin d'aller faire le cheminement de la Syrie ou de la Libye pour reconstruire l'Algérie. Nous sommes plus intelligents que ça. Donc, actuellement, ces deux forces n'arrivent pas à jouer leur rôle. Et l'élite politique dans le civil et les cadres militaires. Maintenant, il va y avoir des ingrédients qui vont contribuer à ce que s'accélère la maturité au niveau de ces deux groupes, que ce soit la crise économique et sociale, que ce soit une crise au sommet, un décès d'un président ou de Shingreha. Il va y avoir un vide quelque part qui va nécessiter une réaction immédiate, organisée de ces deux groupes sociaux, l'élite politique civile et les cadres militaires qui en ont marre de cette gestion et qui met en danger la nation. Voilà un peu ma vision. On va revenir dans le détail s'il y a d'autres questions. Très bien. Alors, Nazim? Oui, je suis grosso modo d'accord avec ce que vient de dire Moktefi. Peut-être le séquencement ne sera pas forcément concomitant, c'est-à-dire que les cadres militaires qui veulent, soit qu'ils voient qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un changement, ne viendraient pas spontanément d'eux. Il faut qu'il y ait une pression populaire et des élites avec un discours, comme disait votre invité, responsable, qui ne fait pas peur et qui donne des perspectives à l'institution ou à une Algérie forte qui inclura tous ses enfants et qui ne sera pas dans la revanche, dans l'animosité, dans la sanction, etc. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Chili, c'est ce qui s'est passé particulièrement en Argentine et au Mexique. Donc l'armée ou une partie de l'armée va rejoindre cette masse ou plutôt cette élite qui va opter ou qui va vouloir le changement qu'une fois qu'il y a une vraie force de cette masse-là. Aujourd'hui, elle est pratiquement absente suite, bien sûr, à ce qui s'est passé depuis notamment le Covid. Pour moi, ce qui est important, et il l'avait très bien souligné M. Moktefi, c'est l'élite. Et l'élite doit, il faut oublier, alors peut-être pas oublier, mais il faut se dire que les divisions qu'a instauré ce régime-là ne profitent qu'au régime. Si on n'arrive pas, alors peu importe les étiquettes, islamistes, démocrates, laïcs, communistes, centre-droit, centre-gauche, tous ces éléments-là doivent s'accorder sur une chose importante, sauver l'Algérie. Ça, c'est premièrement. Secondo, comment travailler malgré nos différences, soit idéologiques, soit même confessionnelles, peu importe. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous unit? Ce dont a besoin l'Algérie pour bâtir un état de droit, un état de justice, un état des libertés, toutes les libertés sans aucune restriction. Et quand cette élite prendra conscience qu'ils peuvent travailler ensemble, qu'ils peuvent apporter un vrai projet, bien sûr, tous les problèmes ou toutes les les divergences resteront, bien sûr, parce qu'il y a celui qui veut, je sais pas moi, un État purement laïque, il y a celui qui veut un État, je sais pas moi, islamique, d'autres qui veulent un État, peu importe. Il y aura ça, mais il faudra prendre conscience que ce genre de choses prendra du temps. Et on va pas pouvoir le faire en 2 ou 3 ans parce que ça sera le chaos. Donc de tout ce qui nous divise doit être laissé, qui va, on va dire, être réglé non seulement avec le temps, avec l'ouverture de l'espace médiatique, avec l'ouverture des espaces de liberté pour les syndicats, les associations,
pour justement alimenter ce débat-là. Et après, comme par exemple en Chine, où vous avez un gouvernement d'union nationale qui a duré 20 ans, et on a maintenu même la constitution chilienne pendant plus de 20 ans, etc. Je crois que ça sera déjà très important que les élites, au-delà de leur appartenance idéologique et politique, peuvent déjà s'entendre, travailler ensemble en toute confiance pour une Algérie nouvelle. Et c'est ça dans le Hirak de demain, parce que la révolte, elle va venir. Vous avez parlé des coups d'État, mais les coups d'État sont venus pour la majeure partie d'une pression populaire. Rappelez-vous 88, les 70, les mouvements des étudiants de l'université, notamment à Alger. Vous avez le Hirak, vous avez 91, 92. Donc il y a une pression populaire. Et cette pression populaire ne va qu'augmenter avec également, et ça c'est un facteur très important qui est commun à toutes les phases, à toutes les révoltes, c'est le facteur économique. Quand il y a des crises économiques, ça précipite les changements. Oui, pardon, allez-y. Poursuivez, Nazim. Oui, j'ai dit que il y a un facteur très important qui est un dénominateur commun à pratiquement les révolutions et les transitions, y compris les révolutions dans l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle les révolutions oranges, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, en Malaisie, en Indonésie notamment, c'est également le facteur économique. L'Algérie aujourd'hui, avec un budget aujourd'hui qui est tout simplement c'est stratosphérique, un déficit de 65 milliards, vous avez un amoindrissement des ressources de l'État, notamment en termes d'export. Donc l'Algérie va obligatoirement vers une crise économique et ce pouvoir ne pourra plus acheter la paix sociale pour une bonne et simple raison qu'il ne pourra plus faire les transferts sociaux qu'il fait aujourd'hui. Et ça aussi, ça va être un facilitateur pour une transition vers l'Algérie. Mais encore une fois, l'élite doit être prête pour ce moment-là. Alors, Nazim, moi j'ai une question pour vous, mais je vous demande de ne pas répondre maintenant. Vous répondrez le prochain tour de micro parce qu'elle est très délicate. Vous avez dit tout à l'heure que nous pouvons cohabiter les uns avec les autres, chacun dans sa mouvance, son idéologie, ses ancrages. Sauf que vous appartenez à une formation qui se revendique de l'islamisme. Mais est-ce que vous ne ressentez pas le besoin, pour qu'il y ait une possibilité de cohabitation réelle de tout le monde, pour s'occuper du plus urgent, du plus grave, du plus impératif, est-ce que vous ne pensez pas que les islamistes qui, comme vous, hein, moi je vous connais très bien, je connais tous les membres de Rachad, ce sont des amis, alors que moi je n'ai rien à voir avec l'islamisme, qu'on s'entende bien. Hein, Mais ce que je sais de vous, vous me direz si je me trompe, c'est que vous n'êtes pas dans une démarche chariatique qui fait peur, du cultuel, j'allais dire pointilleux, qui est en train de marcher avec l'index pointé sur les gens, sur leur façon de vivre, de s'habiller. Vous êtes plutôt, si j'ai bien compris, dans un entendement plus civilisationnel que chariatique. Vous êtes plus un peu comme quand on voit Trump prendre sa Bible sous le bras et aller au Congrès, quand on voit de grands intellectuels quasiment athées, si ce n'est agnostiques, revendiquer leur civilisation judéo-chrétienne, sans plus de complexe. Est-ce que vous craignez de perdre votre électorat possible, votre base cultuelle, islamiste, pour ne pas dire clairement que vous êtes plutôt dans des revendications civilisationnelles à votre culture islamique, dont vous souhaitez implanter des supports dans la revendication et la récupération de nos valeurs détournées,
ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'observation très stricte des commandements et d'autres? Et je vous demanderai de nous répondre tout à l'heure, si vous voulez, bien sûr, puisque ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Kamal Moktefi, l'armée et les élites. Nous avons déjà eu une expérience en 1991 lors de l'interruption du processus électoral, où les élites ou pseudo-élites ou ceux qui se sont revendiqués de la démocratie sont devenus avec le temps les plus forcenés supports des assassins de masse, des gens qui manipulaient le terrorisme, dont on sait aujourd'hui qu'il y a eu un terrorisme pédagogique, comme ils disent eux-mêmes, qui a été lancé contre les civils, contre des villages entiers qui ont été assassinés et dont les crimes ont été imputés aux islamistes, dont les nombreux journalistes, intellectuels et personnes, artistes très, très populaires ont été assassinés pour retourner les populations contre les islamistes. C'est dire que pourquoi envisager une alliance entre des militaires dont on sait aujourd'hui qu'ils subissent peut-être 100 fois plus la corruption de masse que celle du bon peuple. Parce que les budgets faramineux accordés à l'armée, le premier budget de la nation pendant des années, ce n'est pas seulement pour acheter des armements, c'est surtout pour corrompre tous les officiers quasiment, en leur accordant des privilèges absolument hallucinants. Hallucinants. À eux, à leurs parents, à leurs enfants, colonies de vacances, centres de santé, salaire inimaginable, aide au mariage, aide à la prise en charge pour soins à l'étranger, et j'en passe. Donc pourquoi ne pas envisager une dynamique populaire, démocratique, qui vise... Parce que nous ne pouvons pas rêver d'une révolution des œillets comme ça s'est passé au Portugal. Ça se saurait. Alors pourquoi plutôt ne pas essayer de laisser ça entre les mains du peuple pour un renouveau du Hirak, pour reprendre en main une revendication démocratique sans les militaires. On ne peut pas demander, comme il a dit Tebboune, à l'armée et à son peuple de se rassembler. Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même qu'il y a deux entités, alors que l'armée ne devrait pas être une entité. Elle devrait être au service du peuple. C'est tout. Et c'est le représentant du peuple qui la commande, non pas une junte. Je vous laisse nous répondre en toute liberté, bien sûr, Kamal Moktefi. Oui, vous avez introduit un lapsus dans votre question, dans votre présentation, mais que je suis obligé de clarifier. Je n'appelle pas à une alliance entre l'élite et le groupe militaire. Je dis que je situe les responsabilités, c'est-à-dire entre les deux groupes, les militaires, les cadres intermédiaires militaires et l'élite politique. Maintenant, automatiquement, il doit y avoir un travail en commun à faire pour organiser la transition, parce que les tenants du pouvoir, c'est l'institution, ils sont à l'intérieur de l'institution militaire, et automatiquement, l'institution militaire n'a pas le choix que d'être partie prenante dans l'organisation, dans la planification, l'organisation de cette transition pour qu'elle se retire de la politique et laisser le civil prendre le pouvoir. Maintenant, le changement de paradigme par rapport aux années 90, je pense qu'il s'est opéré à partir du 22 février 2019. Les mentalités ont été révolutionnées par le Hirak. Donc, on n'a pas le choix que de dépasser les anciens schémas, les anciennes pensées, la façon de faire de la politique, comme ça a été fait durant les années 90. Vous faites allusion aux militaires qui se sont appuyés peut-être sur les déclarations des démocrates laïcs durant les années 90.
même eux-mêmes, ils étaient intoxiqués par le manque d'information, par la manipulation de l'information. Vous êtes journaliste, vous étiez à l'époque, vous écriviez en tant que journaliste. Vous savez comment les informations arrivent aux journaux, aux médias. On n'avait que les seuls médias qui existaient, c'était la presse écrite. Le reste, l'audiovisuel et les radiophoniques, c'était l'État. Mais la presse écrite, à l'époque, était intoxiquée par les services. Mais nous-mêmes, lecteurs, à l'époque, on essayait de faire un peu la part des choses entre le vrai et le faux de tout ce que les journalistes véhiculent. C'est maintenant qu'on découvre les journalistes de l'époque qui travaillaient avec les services et les journalistes qui étaient honnêtes et ils essayaient de faire leur travail d'information et d'analyse de manière comme ils le peuvent aussi, parce qu'ils étaient sous la menace à l'époque. Je me souviens de l'expression de Bechin qui a été donnée. Il a averti, je me souviens pas qui, il a dit tu vas te taire, sinon la liste du GIA va s'allonger. Oui, c'est vrai qu'il y avait des assassinats qu'on a collés au GIA, qu'on a collés aux islamistes, mais il reste que les massacres des islamistes ils sont réels, les massacres des services ils sont réels. Ça va se traiter dans une justice transitionnelle qu'on espère organiser après la transition. Comme ça s'est fait en Argentine, en Afrique du Sud et tout ça. Donc, et pour ne pas polluer le débat maintenant par ce genre de questions. Mais chacun a fait des erreurs, chacun a analysé les choses fausses ou de manière vraie, mais le Hirak a apporté une nouvelle occasion de changer de paradigme, c'est-à-dire de penser, les schémas de pensée, et nous sommes aujourd'hui arrivés à cela. L'élite politique civile, elle doit arrêter de faire peur au peuple. Quand j'entends un ancien chef, porte-parole de Rached discourir, pour ne pas le nommer Zetot, je suis désolé, il fait peur, plus que a fait peur Ali Belhadj et les autres durant les années 90. Son discours n'encourage pas le rassemblement, n'encourage pas l'accélération du retour du peuple sur la scène. Il n'est pas le seul, c'est pour ça, d'un côté comme de l'autre. Il y a à l'intérieur même de la mouvance démocratique des discours qu'il faut revoir. Quand on s'attaque à Macron, quand on s'attaque aux puissances étrangères, et on est dans l'opposition et on n'est pas encore arrivé au pouvoir, quel message on envoie à ces puissances étrangères? On ne cherche pas à les avoir comme partenaires. Mais il faut éviter de leur faire peur, de ne pas leur dire que aidez-nous ou détournez vos regards sur ce système, ne le soutenez pas, il faut qu'il tombe. Mais quand il va tomber, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Et en parallèle, on leur fait peur par nos discours. Je pense que ce n'est pas responsable. Ils doivent un peu revoir leur façon de discourir. S'attaquer à l'impérialisme américain, à l'impérialisme en général, c'est dépassé. C'est dépassé. Il faut le penser maintenant, mais il faut être stratège, il faut être tacticien, il faut un peu ne pas réveiller le lion. Laissez-le. Il ne faut pas s'attirer plus d'ennemis, plus d'adversaires, parce qu'on a déjà un qu'on n'arrive pas à battre, qui est le régime, qui est le système. Donc c'est ça, quand je parle d'un discours responsable, c'est tout cela. On a beaucoup de chemin à parcourir. Notre élite politique, quand je parle de l'élite, on ne la connaît pas, cette élite-là. Ça ne se résume pas aux figures qu'on voit à la télévision. Ça ne se résume pas aux figures qu'on voit dans les réseaux sociaux. L'élite politique, quand je parle de l'élite politique, j'inclus celle qui va émerger, qu'on ne connaît pas, quand on va imposer l'ouverture démocratique, parce qu'ils ne vont pas nous donner... Je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Nazim, il nous reste 3 minutes, mais on va prolonger encore un petit peu pour essayer d'équilibrer la prise de parole entre vous deux. Je vous laisse vous exprimer, Nazim. Bon, en 3 minutes, ça va être compliqué. Vous m'aviez parlé de Rached. Vous pourrez rallonger un petit peu. Alors, sur les questions que vous avez abordées par rapport à Rached, Monsieur Benchenouf, dans toute notre littérature,
nos écrits sont publics, nos interventions sont publiques. On s'est jamais revendiqué de l'islamisme et on n'a jamais revendiqué qu'on voudrait un État islamique. Le mouvement Rached, c'est pas un parti politique. On n'a pas de programme politique. Le mouvement Rached, pour ceux peut-être qui le connaissent pas ou pour rappel, c'est un changement radical et non violent en Algérie. C'est l'instauration d'un État civil, c'est l'alternance au pouvoir, c'est les libertés, garantir les libertés individuelles et collectives, et bien sûr l'instauration d'un État de droit. Donc, Mouvement Rached n'a jamais parlé idéologie ou religion ou etc. Bien sûr, on est musulman, on est fier de l'être, ça c'est pas un souci, mais on n'a jamais abordé ni revendiqué cette étiquette-là. Ça c'est un premier point. Second point, Mouvement Rached croit effectivement que c'est par le processus démocratique que les lois et les us et les coutumes qui vont se faire. C'est pas au mouvement de décider, je crois, c'est on soumet ça à la volonté du peuple pour adopter une telle loi, une telle loi. Donc ça, c'est indépendamment du mouvement Rached ou indépendamment des partis politiques. Mais je crois qu'on croit qu'il y a quand même un socle commun sur lequel les courants politiques, l'élite doit s'accorder, à savoir, comme j'ai dit, l'alternance au pouvoir, les libertés individuelles et collectives, l'application des droits de l'homme, le pouvoir civil et non militaire. Je crois que ça, c'est un socle sur lequel je crois que le mouvement sera intransigeant. Juste pour finir, monsieur avait cité l'Arbezetot, qui était un des responsables du mouvement Rached. Il dit qu'il fait peur. Moi, j'aimerais bien qu'on me cite un exemple sur quoi il fait peur. Donc, c'est pas parce qu'il était anciennement mouvement Rached que je le défends, mais Mohamed l'Arbezetot, il fait des efforts considérables sur les réseaux sociaux, notamment de conscientisation. On peut s'exprimer. Nazim, s'il souhaite s'exprimer pour répondre à Kamal Moktefi, là, il aura droit de réponse dans les mêmes espaces de temps et de... Ce que j'allais dire, je crois qu'il serait quand même opportun de ne pas jeter des pierres sur les personnes qui ne sont pas là pour se défendre, mais en tout cas, moi j'aimerais bien que ça soit un peu factuel. Après, on peut le critiquer, hein. C'est un homme public, il est tout à fait critiquable, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on cite quelqu'un, notamment parce que je dis notamment parce que je fais partie du mouvement Rached, anciennement du mouvement Rached, il faudra quand même lui donner l'opportunité bien sûr, de s'expliquer et factuellement pourquoi M. l'Arbezetot fait peur. Donc je crois que voilà, je crois qu'on n'a pas beaucoup plus de temps pour aborder la question. Il reste 2 minutes qu'on a rallongées. Vous allez avoir droit à 2 minutes, à 1 minute chacun et pas 1 seconde de plus pour traiter de sujets qui vous tiennent à cœur. Oui, alors le dernier point et qui me paraît important, je suis d'accord avec ce que disait Monsieur Moktefi, c'est pas une alliance, Jamal Din. Les études le montrent. Une transition qui est réussie, la probabilité pour qu'une transition réussisse, il faut que l'aile au sein du régime soit convaincue de cette transition. Parce que ce qui va se passer, c'est des contre-révolutions. Donc si vous n'avez pas une aile au sein du régime qui croit à la transition, qui croit qu'il faut changer les choses dans notre pays, ça va être très difficile de changer. Et c'est pour ça que déjà on ne parle pas d'alliance, on parle d'un pouvoir civil qui va négocier avec un pouvoir militaire pour dire l'Algérie de demain, ça va être un État civil, vous allez revenir dans les casernes et il y aura forcément des négociations d'amnistie, des négociations de faire une pause de 5-10 ans. Nazim, je suis en train de jongler avec le temps aujourd'hui. J'aimerais que vous me disiez, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous souhaitez pour une vraie reprise d'un vrai
Hirak, pas le Hirak Moubarak de Tebboune, le Hirak qu'on a connu, qui a rempli les rues, la rue algérienne, qui a rendu les Algériens fiers d'être ce qu'ils ont, qui a fait pleurer des hommes et des femmes. J'aimerais que vous me disiez en 1 minute cette fois-ci ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce à quoi vous appelez. Moi, j'appelle à une Algérie où il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, tout simplement. Sauf, bien sûr, à l'appel à la violence. Moi, je me rappellerai quelque chose qui me reste comme une image très forte. Je me rappelle dans les rues d'Alger, j'étais en train de prendre un café avec notre ami Tabou, Karim Tabou, et on parlait de politique, et les gens sont venus tout autour, s'agglutiner autour de nous, et on a parlé politique. Il n'y avait pas de policiers, il n'y avait personne pour... et c'était un débat apaisé, chacun échangeait ses opinions, ses idées. C'est ça, moi, que je voudrais. Qu'en Algérie, qu'on puisse s'exprimer librement, que les gens puissent... on a vu même dans les rues d'Alger des groupes de musique, faire de la musique, de la guitare, les Kanidrab Shabi, celui qui parlait politique, et ça parlait politique. Et déjà, c'était quelque chose de magnifique. Moi, c'était une expérience personnelle, mais je voudrais vraiment, vraiment qu'on arrive à cette Algérie où le politique ne soit plus quelque chose de répréhensible, quelque chose de pénalement condamnable. Il faut qu'on puisse, en Algérie de demain, il n'y ait pas une seule loi qui interdit à quelconque de s'exprimer librement, soit dans la rue, soit dans les médias, soit à travers les syndicats, soit à travers les associations et les journaux. Merci Nazim. Kamal, on pourrait essayer d'équilibrer en 1 minute et demie, s'il vous plaît. D'accord, merci. C'est que, bon, pour le factuel par rapport à la personne que j'ai citée, tout est dans ces vidéos et l'exemple de sa réjouissance quand Saad Jabal Khaira a été arrêté et il a regretté qu'il soit condamné par des lois scélérates, alors que normalement... Bon, le factuel, il est dans ces vidéos. Revenons à ce que je souhaite pour l'Algérie. Moi, je vais vous dire une chose. Mes lectures, ma connaissance de l'histoire, de la politique au niveau mondial, que les révolutions politiques, elles sont tout le temps pacifiques. Mais les révoltes sur la base des problèmes socio-économiques, c'est des révoltes violentes. Et la prochaine révolte populaire qui va arriver, ce sera pour des raisons socio-économiques, parce qu'ils sont en train de mener la barque vers le chavire, va chavirer. Donc, ce que j'appelle à ce que les responsables au pouvoir organisent une transition démocratique, organisent l'ouverture démocratique pour qu'il y ait émergence de partis, de syndicats, que la société s'organise pour se donner la chance à une nouvelle élite, à l'élite de s'organiser, politique. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la politique, il faut les laisser s'organiser. Et c'est comme ça qu'on va organiser l'avenir de cette Algérie. Et voilà. Sinon, le reste, ça sera le chaos et on ne le souhaite pas. Merci beaucoup. Merci Kamal Mouktefi, merci Nazim Taleb, merci à vous. Chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous. Nous espérons vraiment le retour du Hirak. Merci. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.